Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chambre de pile pour une nouvelle vidéo de preview sur le nouvel objectif Sony, le 50 mm f1.2. Donc je l'ai fait aujourd'hui parce que je l'avais déjà fait hier, sauf que je voulais un peu revoir mes réglages sur l'Atem Mini, puisque là voilà, on va pouvoir voir ce qui se passe sur internet en même temps. Et du coup là je suis sur l'A7 III en 1080p 60 images par seconde, parce que pour rappel l'Atem Mini ne peut pas faire du 4K, donc je suis en train de sortir ça sur le Video Assist 12G 5 pouces en DNX HR HQX dans un container NXF au lieu d'avoir un point mauve, donc ça devrait me donner quelque chose de un peu moins compressé. Et donc, si je la refais, c'est tout simplement juste parce que j'ai des problèmes de drop de framerate sur l'Atem Mini. Et donc, apparemment, même s'il y a ce que j'ai constaté, c'est que même s'il y a un scaling, donc à savoir que n'importe quelle source devient du 1080p, c'est moins bien géré quand c'est pas adapté à la source, donc vous pouvez avoir du drop. Donc comme vous voyez là, comme je suis à 60 images par seconde, ça va être assez fluide. Donc on va commencer avec cette preview du 50 mm f1.2. Ce qui est assez intéressant avec cet objectif, c'est que c'est l'objectif dont tout le monde pensait que Sony ne pouvait pas le faire, et Sony l'a fait. Donc je vais sortir un autre truc pour juste après parce que j'ai oublié de le prendre, puisque j'enregistre ma vidéo en live, sans avoir de montage à faire, peut-être de la colorimétrie sur le A7 III. Et donc voilà, par exemple Nikon disait si la monture est trop petite, on peut pas faire de 50-1.2. Donc ici Sony leur a un peu mis la misère. Ça n'empêche que ils pourront éventuellement avoir de meilleures possibilités dans le futur à avoir des super objectifs Nikon, mais comme quoi, quand la technologie avance, on peut faire d'un défaut, on peut se passer d'un défaut qui est cette monture E. Donc on va passer sur l'ordinateur pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on a à peu près le look de l'objectif. Alors ce qui est assez marrant du coup, c'est que ma fenêtre elle est pas comme il faut. Hop, donc on va revenir là-dedans. Pourquoi ça s'est mis comme ça, 6,50? Si je remets à 6, ça fait quoi? Voilà. On va mettre 6,20. Vous pouvez voir un peu comment ça marche avec l'Atem Mini pendant que je fais ça. Donc ça me permet basiquement d'avoir la taille que je veux dans ma fenêtre. Donc on va repasser en 1. Et donc comme vous le voyez, hop, on va revenir sur internet pour pouvoir vous montrer. Il a à peu près la même, la même formule optique, enfin la même optique devant, c'est pas la même formule optique. Si tu arrives à faire autre chose que regarder mon visage, hop. Donc on va voir, voilà. C'est juste que là, cette 3 réglée sur lent, c'est pas un problème d'autofocus. Et donc, on va avoir cette particularité adaptée au 50 mm 1.2, ce qui fait que visuellement, je l'aime assez bien, même si c'est une grosse optique. Et moi, je préfère mieux prendre ça dans mon sac qu'avoir une grosse optique. Donc, ça reste quand même intéressant. Donc, on va voir le visuel. Donc, ça ressemble à une optique. Et donc, à noter que quand on regarde, attends, on va le voir mieux ici. Alors, pardon. On va le voir mieux ici, donc le look, voilà, on va être sur ça. Et donc comme on peut le voir, si on regarde ici et là, on a deux boutons customisables, donc ça peut être assez intéressant. Bon, basiquement, je m'en sers pour passer directement de l'autofocus au focus manuel, parce que un des problèmes que j'ai avec Sony, c'est que on va pas avoir de possibilité d'utiliser la bague de mise au point pour être en manuel quand on est en autofocus, ce qui est un peu dommage. Alors peut-être que ça sera sur de nouveaux modèles, mais sur l'A7 III du moins ça l'est pas, donc vous pouvez mettre un autre bouton fonction. En général, je m'en sers pas trop à part ça, parce que il y a assez de possibilités de customisation dans l'appareil photo sur le boîtier pour que ça marche correctement. Donc là on va voir les spécifications du coup. Hop, vraie spécification technique. Hop,
Donc c'est bien évidemment un objectif Sony E fait pour le format 35 mm qui donne une distance focale de 50 mm en plein format, et en APS-C on sera à 75. Je le rappelle, chez Sony, l'APS-C, enfin les capteurs Sony, on atteint un crop factor en APS-C qui est de 1,5, donc basiquement à chaque fois vous ajoutez la moitié de la focale pour avoir à peu près ce que la focale serait lorsque vous êtes en APS-C. Ici c'est 75 mm. Pour rappel, si c'était un capteur Canon, ce serait 1,6 et donc on aurait 81. Diaphragme circulaire, enfin plus ou moins circulaire, hein, on va le voir. Distance de mise au point, on a 0,4 m, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour un 50 mm. Hein. À savoir que celui-là, c'est pas vraiment terrible, hein, c'est 1 mètre. Il ne l'affiche pas sur, vous voyez, ils vont pas l'afficher directement dessus, donc ce qui est un petit peu dommage. Voilà, c'est assez fluide, hein. Du coup, je suis pas habitué à ça. Et hop, on revient ici. Donc du coup, voilà, ça rend... c'est un des défauts que je trouve aux Zeiss 55 mm 1.8, hein, à savoir que c'est la focale que j'ai le plus longtemps utilisée, donc c'est le plus naturel pour moi, mais le problème d'avoir les 1 mètre, ça rend tout beaucoup moins naturel, on peut pas prendre des photos de près, et c'est un peu dommage. Donc si vous voulez savoir, en fait, la vraie mesure, c'est l'angle de champ qu'on va avoir ici de 47 degrés et 32 en APS-C. On a l'ouverture maximale de f1.2 et l'ouverture minimale, un minimum de 16, donc ce qui semble un peu logique. Enfin, on arrive quand même à avoir 16 à 1.2, typiquement c'est ce qu'on aurait avec des objectifs 1.4. C'est parce que typiquement dans un objectif le moteur du diaphragme ou même la bague de mise au point est réglé pour un certain nombre de stops, de diaphragme, et donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que plus une optique est fermée, plus par exemple on peut avoir un diaphragme minimum plus petit, et puis ça dépend aussi de la formule optique et de plein de choses dans le genre. Par exemple le 24-105 f4.7.1 de Canon, il peut aller jusqu'à f45 lorsque vous êtes à 105 mm. Donc voilà, c'est juste une petite information comme ça. On a 11 lamelles, à savoir que on en a 7, je sais plus si c'est 8 ou 9 sur le Nikon. En tout cas, ils ont les deux autres 50 mm 1.2 ont un diaphragme avec moins de lamelles, donc ça peut potentiellement permettre d'avoir du bokeh un peu plus doux là-dessus et de moins voir le diaphragme, parce que plus vous ouvrez et plus dans le bokeh des fois c'est difficile d'avoir dans ces optiques-là un bokeh doux lorsque l'optique est un peu fermée, même si c'est pas le but de l'optique, donc ça aidera un peu, même si apparemment sur les samples qu'a donné Gerald London, on peut le voir quand même, et donc apparemment l'optique est quand même vraiment assez bien, donc ça c'est quelque chose d'assez cool. Il y a juste à 1.2 où apparemment sur les bords c'est pas top, enfin top. Ça pourrait être mieux, on va dire ça, mais apparemment le piqué est vraiment là, il n'a rien à se reprocher. Cet objectif, apparemment juste un petit problème, donc par rapport à l'ouverture, c'est qu'à 1.2 vous aurez du cat's eye ou du lemon shape, des formes de de citron, et ça c'est, si vous savez pas pourquoi, lorsque on va avoir un objectif qui est très ouvert, on fait un compromis pour que la taille de l'objectif soit pas très grande. Donc ce qui peut arriver à pleine ouverture, c'est que la lumière vienne taper sur le bord de l'optique, et il faudrait, pour pas avoir du coup ça crée ces lemon shape, puisqu'en fait c'est les billes de bokeh sont basiquement coupées par le pourtour de l'objectif. Donc en fait quand vous voyez vos lemon shape dans votre bokeh, vous voyez la limite de l'objectif en gros. Voilà. Et c'est un peu pareil pour le vignettage, mais ce qui est assez marrant, c'est que l'optique a l'air de très peu en avoir. Après, suivant les tests, il y aura des choses qui apparaissent plus. Gerald London a réussi à montrer qu'il peut y avoir vraiment, de l'aberration chromatique vraiment très grosse, mais c'est celle qui se corrige, donc c'est plutôt pas mal. En longitudinal, apparemment, c'est mieux que ça.
C'est un petit peu le défaut de cette optique. Moi je l'adore, même si elle n'est pas parfaite, parce qu'on a un espèce de look un peu pastel doux à f1.8 et on dirait vraiment contrasté après. Mais ça plaira pas à tout le monde ça, alors que cette optique-là a l'air de très bien rendre les couleurs et tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera assez intéressant. Donc on a les dimensions. Alors pour le poids, apparemment les gens ne sont pas décidés. Ceux qui l'ont mesuré, c'est 800 grammes, là ils disent 778. Et les dimensions sont vraiment très petites, hein, à savoir qu'au final, il peut être considéré comme le plus petit. Il est légèrement plus grand que le Canon, mais comme il a un focus interne, et au final il est des fois plus gros, des fois plus petit. Tout simplement, le Nikon étant vraiment énorme, mais le Nikon a pour lui ce look Nikon, entre guillemets. Si moi j'ai pas de problème avec les images que je fais avec un Sony. Donc voilà, dans la boîte, on va avoir une housse souple, une bandoulière, le pare-soleil. Donc pas un pare-soleil en pétale, hein, ce sera un pare-soleil basique. J'aime bien celui du Zeiss, mais contrairement à celui-là, il va avoir un bouton, comme ça il restera bloqué si vous tapez dans quelque chose. Et le pourtour est en caoutchouc, donc c'est assez agréable. Si vous le tapez, vous n'allez pas forcément avoir une grosse marque tout de suite. Et puis voilà pour à peu près les spécifications. Oui, la housse souple. Alors, de base, je sais pas où je l'ai mis la mienne. Je viens de sortir l'objectif et j'ai dû lancer la housse, je sais pas où. J'arrive. Ouais, je la retrouve pas. On va prendre celle du rig au final. Ah bah non, ah oui c'est ça. Donc on aura une poche comme ça, basiquement avec toutes les optiques Sony comme en G. Je sais pas si le 50 mm 1.8 a ça, l'autre 50 mm que j'ai dans le sac. Mais basiquement ce que vous avez avec les G, avec même le 35 mm 1.8 ou des choses dans le genre. Et ça, on a vraiment une poche un peu comme ce qu'on aurait, je l'ai pas là, mais sur les téléobjectifs comme Nikon ou Canon, vraiment une poche avec un scratch et de quoi la transporter où vous voulez, vu que vous avez une bandoulière. Donc c'est quelque chose d'intéressant, qui fait qualité lorsque vous ouvrez la boîte, mais ce ne sera pas forcément utile, vous allez le ranger dans un coin, et peut-être que lorsque vous voudrez remuser votre objectif parce que vous n'en avez pas besoin pendant un moment, ça vous servira à le ranger typiquement. Donc on va regarder du coup les prix. Donc je suis allé sur deux sites, ok, donc je l'ai pas. C'est pas forcément pour faire de la pub, hein, c'est là où j'achète en général parce que je les connais. Ça fait depuis que je fais de la photo que j'achète chez Digit, donc ça veut dire que ça existe depuis assez longtemps. Donc vous l'avez en précommande directement ici. Et donc l'avantage de Digit Photo, c'est qu'en général, même tout le temps, ils sont assez rapides sur les précommandes, même quand par exemple il n'y a pas alors je sais pas si ils vont l'afficher quelque part. Non, parce qu'ils avaient même affiché le Z9, donc pour dire qu'ils sont vraiment au taquet. Et donc voilà, le prix, ce sera ça, 2299 €. Donc voilà, pour pas faire des jaloux, hein, j'ai quand même pris ailleurs. Donc là, on est chez Miss Numérique. En gros, j'ai cherché là où il pouvait être. Et voilà, il est à 2299 €. Donc pour rappel, si je vais aller là. Donc, non, pas 30 mm gain. Comme j'ai deux claviers, deux ordi différents, ça me fait un peu bizarre à chaque fois. 50 mm, 1.2, voilà. Donc en France, il est un peu plus cher que les autres, et on va regarder le Nikon, enfin que les autres, que le Canon du moins. Et Nikon 50 mm 1.2, voilà, le Nikon est vraiment beaucoup plus cher, donc de 200 € par rapport aux autres. Donc le Sony sera 9 € plus cher que le Canon pour l'instant, et le Nikon reste le plus cher. En même temps, c'est le plus gros. À savoir que le Nikon est vraiment énorme dans le sens où il fait un peu la taille d'un 70-200, enfin d'un 70-200, non, pas d'un 24-70 Nikkor Z, donc c'est vraiment énorme. Et c'est pour ça que je n'achèterai jamais cet objectif chez Nikon,
Après, bah, ça sera intéressant de voir ce que donne le Bero avec le Blackmagic 12G HDR que j'ai acheté avec la thème pour pouvoir m'enregistrer ici. Même si apparemment on peut capturer directement de la vidéo sur l'ordi avec. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On parle du 50 mm 1.2. Alors, il y a un truc que je voulais dire avant de finir, ce qui est un peu étrange, c'est que si vous voulez chercher les spécifications comme je l'ai fait, il va falloir aller faire ça. Donc on va aller. Vous pouvez pas directement trouver, donc peut-être que certains d'entre vous, mais ce sera, si vous voulez aller voir les spécifications, la méthode la plus simple. Sony France. Alors ce qui est assez marrant, c'est que Sony France, c'est souvent ceux qui ont les infos les plus vite et les plus faciles à regarder. Et là, vous recherchez 50 mm. Et là, on a directement le f1.2 qui est ici. Donc voilà, c'est assez simple. Vous l'avez, donc si vous allez dans, comme je vous l'ai montré dans spécifications, vous pouvez après, hop, arriver sur les vraies spécifications techniques. Et donc, si vous êtes français, je vous engage à faire ça à chaque fois que vous voulez aller voir des infos sur les Sony qui sortent. Allez pas sur Sony Global, puisque Sony Global, on va regarder ça, c'est un petit peu problématique dans le sens où, non, c'est pas Sony Rumors. C'est un site pas mal, hein, si vous voulez avoir des infos. Avant, c'était un peu compliqué d'avoir des infos intéressantes sur Sony Alpha Rumors. Donc, je vous engage à y aller si vous voulez suivre l'actualité. Après, c'est souvent un peu redondant, mais il s'est vachement amélioré. Maintenant, c'est un des meilleurs pour les infos sur Sony. Toute cette année, il a été juste parfait dans ses... Enfin, où ils ont été juste parfaits dans leur... comment dire ça, prévision. Et donc, voilà, on a tout ça. Et là, donc là, maintenant, on va la voir apparemment. Mais voilà, je tombe pas directement sur... il a le 51.2 dans les mains, j'arrive pas à voir. Donc voilà, si vous êtes français et que vous voulez aller voir ça, parce que je pense, bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, si vous voulez voir les spécifications du 51.2 et en général de ce qui sort, allez sur Sony France et vraiment allez chercher dans l'onglet de recherche. Et normalement, ça devrait aller. Donc moi, personnellement, je pense pas acheter cet objectif parce que j'ai pas vraiment une passion pour les objectifs très ouverts. Et surtout, je viens d'acheter ça, donc voilà, ce serait, comment dire ça, pour moi, pas très intéressant d'avoir 3 50 mm, hein, basiquement. Hop. Personnellement, je pense éventuellement m'en racheter un 51.8 pour pouvoir vraiment juger des performances de la 7.3 et de la 7.4 quand il sortira, éventuellement, si il sort pas dans ton temps, parce que je vais finir par être blasé. Mais voilà, un autre 50 mm pour moi, ce serait un peu de trop, à savoir que celui-là, je le trouve assez agréable. Donc, ça reste une vieille optique. Hein. Bon piqué, comme je vous l'ai dit. Donc, je ferai un test dessus quand j'aurai la 7.4. Bon piqué. Image qui a vraiment un look, hein, mais lorsque vous êtes un 8, c'est un peu pastel. On a un peu cet effet de flair, de ghosting, enfin pas forcément de ghosting aussi. Donc en fait, on a cet effet d'un peu les blancs qui bavent très légèrement, mais ce qui est assez agréable, c'est que ça donne juste un petit effet à l'optique, et après lorsqu'on descend à 2 ou 2.8, on est sur un truc qui est vraiment assez limite parfait avec cette optique, à part peut-être les aberrations chromatiques longitudinales, mais vous aurez un test là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'une optique plus moderne comme le 20 mm 1.8, même si c'est un 20 mm, vous donnera des performances un peu ou bien meilleures en termes de contraste et tout ça. Donc voilà. Donc ça risque d'être vraiment un très bon objectif. Ah oui, le seul truc que j'ai pas dit, c'est que les personnes qui l'ont testé ont constaté que c'est le premier 50 mm 1.2 qui a un focus ultra rapide et où la formule optique ne se sent pas dedans. Donc je pense que ce qu'a fait Sony, c'est ce que prétend faire Fujifilm, par exemple avec son 51.0. Vraiment, en gros, mettre la mise au point sur un élément optique très très léger, et ça marche vraiment bien. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, je pense que je me suis assez exprimé. Donc voilà, si vous avez
si vous êtes resté jusque-là, donc je pense que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, puis ça, au final, ça ne vous embêtera pas, à part si vous vous servez de votre playlist j'aime pour regarder plein de choses, mais à part ça, vous pouvez mettre un like, et je vous engage bien évidemment à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Il va y avoir du coup d'autres vidéos sur la thème mini, maintenant je suis content parce que j'ai réglé le problème apparemment de scaling que j'avais, qui faisait que j'avais un drop de frame, donc si vous avez vu la vidéo que je viens de faire, enfin que j'ai fait avant et qui est sorti maintenant. Voilà, le drop de frame est dû à ça. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt.